Lorsqu'il a quitté Djebougou pour venir à Gawa avec sa colonne militaire, composée évidemment de tirailleurs sénégalais, il a été attaqué dans un village et au cours de cette attaque-là, il a perdu un sergent européen. Et ce sergent-là s'appelait Ehouron. Et quand il est arrivé à Gawa... La chair au TV. Lorsqu'il a quitté Djebougou pour venir à Gawa avec sa colonne militaire, composée évidemment de tirailleurs sénégalais, il a été attaqué dans un village et au cours de cette attaque-là, il a perdu un sergent européen. Et ce sergent-là s'appelait Ehouron. Et quand il est arrivé à Gawa, il avait envie donc d'enlever le mot Gawa et puis de mettre Fort Ehouron. Mais comme Kombi l'avait dit, qu'un blanc n'est pas un homme avec qui il faut cohabiter. Et là, déjà, lorsqu'ils sont arrivés, ils avaient des porteurs, ils avaient trouvé des représentants qui géraient leurs problèmes. Parmi les représentants, c'est les frères, nos frères même, à qui ils demandaient certains services tels que s'ils veulent manger des œufs, d'aller prendre les œufs avec les populations amenées. S'ils veulent manger poulet, c'est les mêmes gars qui partaient prendre les poulets amenés, des chèvres amenées, des moutons amenés, ainsi de suite. Et comme généralement, ils rançonnaient plutôt les gens, ils ne payaient pas ces choses-là. Ils prenaient, même s'ils donnaient l'argent à ces gens-là, à ces représentants-là, et ils bloquaient ça. Ils venaient, ils enlevaient effectivement vos poulets, ils enlevaient vos moutons, vos cabris, allaient donner aux blancs pour chercher leur nom. Bon, à un moment, ça a commencé à révolter les parents qui trouvent qu'on les pillait un peu trop. Et il y a eu des révoltés. Quand il y a eu des révoltés, les blancs aussi ont sorti leurs griffes. Et ça a commencé. C'est là, bon, ils ont pris un, ils s'étaient révoltés par rapport à ces représentants qui les rançonnaient. Ils l'ont pris à les décapiter au marché. On nous fait parfois chanter et danser en même temps. Que tu vois ce que c'est dangereux. Pleurer et rire. Les représentants là pouvaient faire pleurer quelqu'un et rire en même temps. Ils ont trouvé que ça c'est le comble de tout, quoi. Ces gars-là, effectivement, tabachaient ceux qui étaient un peu récalcitrants, ceux qui ne voulaient pas suivre. Voilà. Et ils avaient même organisé une forme de pillage. C'est-à-dire, ils arrivent, ils disent que c'est le colon qui dit, c'est le commandant du cercle qui dit d'envoyer. Ils arrivent chez vous, ils vont ramasser les poulets, les chèvres, les moutons, les pintades. Et souvent même, ce qui pire là, ce qui fait mal aux gens, devant eux-mêmes, ils vont s'asseoir, faire du feu, et braiser certains poulets, certaines pintades, et ils mangent là-bas. Les lobbies ont rendu la vie impossible aux colons. Et ça n'a pas été facile, même quand il l'a accepté, il est resté. Mais ça a été difficile à tout moment. Il y a des troubles entre eux, entre le colon et le lobby. Et pour les amener, en tout cas, à respecter sa ligne de conduite, il était obligé, à chaque fois, les récalcitrants, on les amenait pendre publiquement au marché public de Gawa. Et c'est ainsi qu'il a effrayé la plupart de la population par la suite qui se sont calmés. Pour ce qui concerne la ville de Gawa, il peut y avoir donc des spécificités. Par exemple, les pendaisons étaient très fréquentes dans la localité ici. Là où nous tenons, voilà la place du marché, il y avait un gros cathédral qui était ici. Mais c'est en 2002, lorsqu'on mettait le bitume sur la route, que
que ce casino était enlevé. Et sur ce casino, on pendait les gens. On pendait les gens sur la voie publiquement, mais pour dissuader les autres. Donc les pendaisons étaient très fréquentes. À côté ici, il y a un bâtiment qu'on appelle Maison des Jeunes. C'est là que les femmes vendent là, les produits de poterie tous les dimanches. Il y a aussi des caisses d'or là-bas. Sur ces caisses-là, on pendait aussi les gens. Surtout Henri Labouret. Il pouvait prendre, ce qui a été dit, il pouvait prendre facilement 5 personnes et puis assis, il regarde. Pour par exemple des raisons minimes, comme ne pas payer l'impôt par exemple, le bâtiment qui est là, la plaque qui est là, cette place où on a dressé le monument de Sankara, c'était aussi une des places publiques. Et là aussi, on fusillait publiquement les gens pour dissuader les autres qui anéantir les velléités de révolte. Bon, ça dit tout ça, on va mettre ça sur le dos du colon, puisque ces gars-là travaillaient pour le colon. Effectivement, il y a eu des pendaisons, il y a eu des suicides, parce que les gens, les pères de famille ont été humiliés. Et vous connaissez, le lobby n'aime pas la honte. Vous allez déshabiller quelqu'un publiquement, le faire travailler, le faire faire des travaux pas possibles, ou bien voilà. C'est humiliant. Donc le gars, il préfère se donner la mort. Effectivement, il y en a plusieurs, il y en a eu plusieurs. Et quand il a commencé donc son œuvre, il s'est rendu compte qu'en réalité, il n'y a pas un chef qui va venir faire acte d'allégeance aux colons. Et donc, s'il faudra que chaque concession aille faire allégeance, là il y a un problème. Donc on s'est vite rendu compte que son travail était énorme. Comment pacifier chaque soukala? La taille était lourde. Et ils ont dit finalement dans les rapports administratifs qu'il faut plus donc de répression qu'ailleurs. Si on prend la région de Baché, jusqu'en 1929, il y a un village qui n'a jamais accepté donc justement cette installation-là, qui était conduit par un Sien Sommet. Et là, lui, il a organisé une bataille organisée contre les colons français. Parce que tout simplement, jusqu'en 1929, les administrateurs coloniaux qui étaient à Gawa avaient écrit pour dire que bon, le nord de Gawa est pacifié. C'est-à-dire le nord de Gawa accepte de payer l'impôt, accepte, j'allais dire, les prestations sur les routes, sur les prestations externes, puisqu'on prélevait des lobbies ici pour les amener construire les routes en Côte d'Ivoire, on prélevait des lobbies ici pour amener dans les plantations de Côte d'Ivoire, etc., etc. Mais jusqu'en 1930, jusqu'en 1929, la région sud de Gawa, notamment Kamti, Baché, n'était pas encore entrée dans le moule. Et c'est là qu'ils ont décidé de créer ce qu'on appelle le cercle militaire de Baché, en 1929, avec pour mission de réduire tous les villages hostiles et à leur installation. Par exemple, le village de Domantéon, qui a été rasé complètement pour la simple raison que le fils de Domon, Sien, qui a succédé à son père après son décès naturellement, a refusé de payer l'impôt. Ils sont allés raser le village. Il se trouve que le village est fait de buttes anthropiques, rempli de buttes et puis moins de maisons. Mais lorsque vous lisez quelques documents, on vous dit qu'il y avait plus de 700 habitants dans le village au moment où le colon passait pour détruire le village. Mais de nos jours, vous n'aurez pas peut-être plus de 100 personnes. Ils sont allés détruire le village, Parce qu'il a refusé de faire payer l'impôt de capitation. Il a refusé d'envoyer les gens pour construire la route qui a quitté Baké pour aller à Kamti. Et là, il a fallu toute une armada militaire pour réduire cette résistance-là en 1929. Je crois que c'est le 14 décembre que la bataille a commencé, vers 5 heures, et ça s'est achevé vers 17 heures. Et malgré leurs modestes moyens pour résister, c'est les arcs, c'est les carquois et autres là, mais ils ont tenu tête, n'est-ce pas, à cette armée-là. Bon, en tout cas, il a fallu, après leur défaite, il a fallu attendre 1937 pour que les Français disent que bon, les raisons qui ont prévalu quand on crée le cercle militaire de Baché n'existent plus parce qu'ils pensent que de plus en plus ils acceptent l'ordre colonial. Il faut que bon, on dissolve le cercle et puis on revienne à la subdivision. Les exactions étaient très, très violentes.
très violent. Surtout quand la raison même n'en vaut pas la peine. Et voilà, pour un rien, on va sortir, on va le brûler 600 cartouches, brûler 100 cartouches, tuer des gens, et puis bon, c'est une façon donc de les soumettre. Le lobby est un vrai guerrier, puisque moi-même j'en ai remarqué, puisque dans l'armée, si vous voyez, l'armée, la plupart des combats, c'est dans la nuit. Et le lobby, avec ses flèches, son arc, son carquois, il opère la plupart des fois dans la nuit. Et par des petits groupes, des groupes isolés. Donc, des fois, le blanc ne s'attend pas à une action, et c'est ainsi il est surpris. Donc, il est fléché, c'est une arme sans bruit. C'est pas comme une arme quand on tire, comme le fusil, ça fait du bruit. Ici, il tire et il disparaît. Donc, c'est comme ça les lobbies ont rendu la vie impossible aux colons. Les lobbies n'ont pas de personnalité. C'est tout le monde qui agit en même temps. La contestation de l'ordre colonial était partout. C'est-à-dire tout ce qui est européen, tout ce qui est occidental, le lobby a rejeté ça de façon, j'allais dire militaire, mais aussi de façon pacifique. Et voyez-vous, si je vous montre les écrits, j'allais dire des administrateurs coloniaux sur le pays lobby, vous allez croire que c'était un pays en guerre entre 1901 et 1946 même. C'est-à-dire que si vous prenez un village lobby, on ne peut pas encercler un village lobby. Et c'est ça qui a fait toute la difficulté du blanc à faire la pacification. Parce qu'on a un habitat dispersé. Et comme sur le plan des valeurs sociales, les lobbies sont, j'allais dire, jaloux de leur indépendance. Ils sont jaloux de leur liberté. Alors c'est comme si, quand vous venez pour attaquer un village lobby, il faut attaquer maison par maison. Et c'est ça qui a fait, j'allais dire, la grande difficulté, n'est-ce pas, des Français à mater, j'allais dire, ancrer les lobbies, afin qu'ils rentrent, n'est-ce pas, dans le moule colonial. Lorsque le blanc arrive à vaincre ce groupe-là, il croit par contre la victoire. Alors il y a un autre clan qui va sortir. Bon, donc il y a donc l'organisation par famille qui était une tactique inconnue, sinon méconnue des colons. Il ressort que les lobbies ont organisé les combats par clan, que c'était des grandes familles. Vous voyez ça, Sam? La somme appartient à la somme de Birifort. Cette somme, c'est la somme des familles. Vous voyez, ça appartient à la somme des fœtus. Donc, actuellement, on n'est même pas oublié pour laisser notre coutume, notre religion. On a des fœtus, on a des choses sacrées qu'on ne peut pas dire. Le trou qui est là-bas, c'est un trou d'enfui. Autant de colons et les habitants du Birifort ne sont pas d'accord pour la colonisation. Mais ils sont là pour rentrer s'asseoir dans cette chambre. Et puis, si le colon vient, s'il rentre à l'intérieur, il sort par l'extérieur de ce trou-là. C'est pour cela que nos ancêtres ont mis ça pour que ça marque une histoire de notre vie. Le désert, il y a le relief aussi que les poissons ont exploité pour résister doucement. Le troisième point, c'est l'art militaire. L'art militaire, je veux dire, le tir à l'arc. C'est les compétences à tirer, voilà, avec succès. À un moment donné, les Blancs voulaient construire.
la puissance du noir va maintenant se montrer à eux. Ils ont démarré les maisons, ça tombe. Quand ils recommencent, ça tombe. Ils reprennent, ça tombe. Le commandant a fini par demander conseil. Et on lui a dit d'aller voir le chef de terre. Il doit y avoir un problème. Donc, le commandant est allé négocier avec le chef de terre pour dire, ah, chef de terre, non, vraiment, on veut rester avec vous. Aidez-nous à rester, voilà. Quand on démarre un mur, la nuit, ça tombe. On le démarre la nuit, le lendemain, ça tombe encore. Bon. Est-ce que ce n'est pas vos gens qui poussent le mur à tomber? Il a dit non, de garder et de voir comment ça va être. Ils ont gardé, ils n'ont vu personne et le mur est tombé quand même. Le bâtiment que vous voyez qui abrite actuellement le domicile du haut-commissaire, ils ont construit ça, mais ça n'a pas été facile. Parce que quand ils construisent, ils finissent, ils descendent, le matin, ils viennent trouver que tout est à plat. Ils ont cherché à comprendre, ils pensaient que c'était la population, non. Ils ont pris la garde et au cours de la nuit, tard, ils ont entendu des bruits qui n'étaient pas des bruits des humains. Et vraiment, ils ne pouvaient pas tenir, ils se sont fuis. Et le lendemain encore, ils sont revenus trouver que la maison était à plat. Il y avait ce qui était déjà fait. Les maisons étaient en chaume, les toits étaient en chaume. Et un jour, le commandant lui-même, un des commandants, est monté pour faire des réparations. Il a dégringolé, tombé, et lui aussi. Voilà, ils ont vu vraiment, c'est des événements malheureux que ces colons l'ont eu, parce que c'était suite à des exactions qui ont conduit à des décès. Et du côté des autochtones, des parents de Lobi, il y avait 2 décès, des gens qui ont décapité comme ça parce qu'ils ont trouvé que ces gars-là étaient difficiles. Et maintenant, les parents aussi ont lancé le sort. La femme du commandant a essayé, elle a tué le bois un jour dans la maison. Et le soir, elle est partie, elle est morte. Un jour, c'est le commandant qui a tué, un commandant, certain blanc en tout cas, qui a tué le Vara. Ça n'a pas duré, le même soir aussi, il a circulé. Ça a commencé à faire peur. Et ils ont commencé à demander à Bafouti de leur montrer effectivement les totems de Gawa pour qu'ils puissent rester en paix avec les Gawalais. On peut dire que lui, il va quitter les lieux et s'éloigner un peu. C'est là qu'il est parti créer Djandjelin, le quartier Djandjelin. Et petit à petit, il a même juré. Il a juré que ses enfants ne vont jamais faire l'école, ne vont jamais suivre un plan. Les raisons sont multiples, mais entre autres, on pourrait citer ces raisons liées, par exemple, aux exactions, aux morts d'hommes. Parce que les gardes qu'ils avaient recrutés, qui étaient des lobbies, ce sont ces gens-là qui commettaient ces exactions. Donc, l'ancêtre a compris. Ça veut dire que tous ceux qui iront là-bas, à l'école du blanc, là, seront méchants. Ça veut dire qu'on les envoie pour apprendre, enseigner la méchanceté. Voilà. Donc, voilà pourquoi nos parents, nos ancêtres, ont dit, bon, voilà, celui qui va aller avec ces blancs-là, qui ira dans cette école-là, voilà, sera frappé, en tout cas, d'une malédiction. La malédiction dont il est question, j'allais dire, est une forme de résistance passive. Comme les gens n'ont que leur Dieu, comme recours et secours, défense, il était normal que des gens donc se confient à leur Dieu pour espérer le départ des colons ou pour espérer, en tout cas, être à l'abri de leurs exactions. Mais disons que le lobby ne veut pas que son enfant aille à l'école, quelque part, il y a une certaine vision objective. Il y avait là une méfiance généralisée qui faisait qu'aucun homme n'était à l'aise d'envoyer son enfant à l'école. Si déjà que tu es chez toi, à la maison, tu n'as pas la paix, mais quand on avertit à ton enfant que tu vas envoyer entre les mains de quelqu'un que tu ne connais pas. Nos ancêtres avaient donné la bouche aux dieux de la terre qui ne voulaient pas du blanc. Et ils ne voulaient pas que ses enfants aillent avec le blanc.
C'est les enfants qui sont des orphelins là, qu'on prenait donner aux colons pour aller inscrire. Des polsandés qui étaient des auxiliaires administratifs et aussi militaires à la fois. Des gens qui étaient armés, qui ont pris dans les villages, des gens assez vigoureux qu'on prenait dans les villages, on les armait pour qu'à leur tour, ils participent à l'exaction contre leurs propres frères et leurs propres parents. Mais si mon propre frère peut venir me lier, aller jeter en prison, bon, est-ce qu'il y a nécessité d'envoyer mon enfant à l'école pour que demain il vienne me faire la même chose? Quand un enfant allait à l'école et réussissait, par fini, c'est la mort. Même ceux qui sont partis pour la guerre, en tout cas beaucoup ne sont pas revenus. Même ceux qui avaient fini ou bien ceux après la démobilisation qui sont venus, ils n'ont pas pu survivre pendant longtemps. Nos aînés, nos dévanciers qui sont allés à l'école du Blanc, ils ont brillé, mais il n'y a pas eu de suite. Ils ont très vite sombré. Jusqu'à aujourd'hui, ça demeure parce que celui qu'on appelait Combi, qui a déménagé, allé s'installer à Tenlou, tout le village de Tenlou, si vous faites le déplacement, aller là-bas, même la tombe de Combi à son décès, Palais Ouelté, qui était le premier cadre et puis politicien dans le temps, a été construire cette tombe et tollée. Quand il a bien construit la tombe là, un matin, la population s'est levée trouver, on ne sait pas où la toiture est partie. Ils ont retrouvé la toiture là, à près d'1 kilomètre de sa tombe. Il a détruit, il ne veut rien du blanc. Jusqu'à ce jour. Tous les enfants qui sont là-bas et qui fréquentent, même si tu pars, quel qu'en soit le poste que tu occupes, tu vas devenir bizarre. Soit tu te mets dans l'alcool, tu es trempé dans l'alcool, tu ne peux pas résoudre les deux bouts, jusqu'à ce jour. Quelque part, il y avait des raisons justifiées à ne pas vouloir que les enfants aillent à l'école. Maintenant, comment le faire? Que les gens se confient à leur Dieu pour que cela soit possible, je pense que ce n'est pas exclu. Parce que si quelqu'un donc peut se lever pour aller au champ, il va aller se confier à son Dieu, il prend les pieds, il pose sur l'autel du fétiche pour dire accompagne-moi, allez, protège-moi. Il n'y a pas de raison que on ne dise pas un vœu sur l'autel du fétiche là, pour que les enfants ne réussissent pas à l'école et qu'ils reviennent. Ou même qu'ils échappent à l'école simplement. De consultation en consultation, par les charlatans, ils ont trouvé comme cette bouche-là, si on n'arrive pas à réparer, aucun de nos enfants ne peut réussir pour un jour changer avec ce qu'on voit, avec la modernisation là. Il serait bon quand même qu'on fasse une réparation pour au moins rentrer aussi dans l'ordre de la société comme les autres ethnies. De façon concrète, ce qui a été fait comme sacrifice pour lever ces malédictions, en matière de sacrifice, on va parler d'un bœuf, un cabri au museau blanc qui a été utilisé et des poulets qu'ils ont utilisés pour essayer d'effacer ces malédictions. Il faut un bœuf qui a tous les 4 pattes vers le bas, vers les sabots là, blancs, et le front aussi frappé de blanc, pelage, les pieds là, les poulets. Il faut que ça soit tous les 4 pattes là, tout blanc. Vous savez, pour trouver un animal de ce genre, c'est pas facile. Et au milieu du crâne là, il faut que ça soit blanc aussi. Donc ça n'a pas été facile. Mais néanmoins, quand ils ont trouvé le bœuf là, faire le sacrifice, mais en tout cas ça n'a pas tenu. Et à plusieurs fois, ils ont tenté de reprendre parce que ce n'est pas la bonne voie. Il faut vraiment des personnes neutres qui ne sont pas des politiciens pour faire ce sacrifice. Nimbere sor si iran anab aper
bo brele na tere tielo ko bo ali bi pla ba ma don fa dire waro ani puata adayi abenu yir ko ba cha abacha ani jaji be akuma tempo na ani wachira wale ashe balo waya in la wachira ni ba iro ani wa ira arabana chepu ma bibiri dena ani me ba ni te na paranja na tere ni koyo. Mais à un moment donné quand même, ils ont fait des sacrifices. Ça a changé un peu. Il y a des enfants de Tenlou qui sont dans les universités aujourd'hui. Et je me dis que ça a un peu amélioré les choses avec ces sacrifices-là. Mais vous savez, en tout cas, les dieux-là, c'est difficile de laver totalement cette bouche-là. Néanmoins, il y a toujours des séquelles.